C'est une insémination artisanale. Quelqu'un qui allait nous faire un don, avec qui il y avait suffisamment de feeling pour qu'on puisse lui faire un minimum confiance. Puis je fais le test, la bandette s'est mise tout de suite sur positif et c'était parti. Même en primaire, en fait, je m'étais dit, ah, j'aurais tellement préféré être un garçon. Je m'attendais pas à un tel rejet. Maman qui est devenue Mimou et qui est devenu papa. Il a été porté par son papa. C'est pas un tabou, mais lui, c'est sa vie, ça allait comme ça. Oui. On lui intègre on a une famille un peu différente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour Capucine, bah écoute, ça va très bien. Trop bien. Je suis ravie de te rencontrer pour la première fois au final, même si on avait déjà un peu échangé via Instagram. Donc c'est trop cool, ça me fait plaisir. Bah moi aussi, c'est plaisir partagé, donc Trop bien. Du coup, moi je te connais déjà un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent dans cet épisode? oui, bien sûr, bah je suis Clément, j'ai 35 ans, je suis un homme transgenre, je suis papa de Solal qui a 4 ans. Ça c'est pour la petite présentation rapide. Familial. Voilà, une petite présentation familiale. Pour la partie transition, j'ai commencé les hormones il y a à peu près 2 ans. Donc j'estime que j'ai commencé ma transition il y a 2 ans. Ok. Et donc voilà, je pense qu'on va développer là-dessus Tout à fait. ensemble. On va pouvoir en reparler ensemble. Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi tes passions? Plein de choses. J'aime faire de la peinture, j'aime le Ok, sport. Voilà, je m'intéresse à plein de choses. trop bien. Donc, Quelqu'un de curieux, quoi. oui, généralement assez. Trop bien. Alors, du coup, tu as un peu amorcé le sujet. Effectivement, on va parler dans cet épisode de transition de genre, de son impact dans le couple et dans la parentalité, et aussi du parcours du coup traversé avec ta femme pour devenir parent avec l'insémination artisanale. De vastes sujets, il y Oui, a beaucoup de un choses peu à dire. complet. Du coup, je vais te proposer de commencer par le début, de parler d'abord de ton parcours au moment où tu étais encore assignée femme et que tu as fait un bébé du coup en couple lesbien, puis de ta transition de genre vers du coup le genre masculin pour être qui tu es aujourd'hui. Ouais. Déjà, si on repart vraiment du début, toi, t'étais quel genre d'enfant? Réservé, Ouais, assez renfermé même, plus que ok, réservé, timide et discret, ok, mais toujours curieux, bah, comme on parlait de sport, de ouais. dessin, d'art en général, heu et assez, je pense que j'ai toujours eu de choses, Ouais, enfin selon les gens que je rencontre en fait, je peux être un peu différent ok. et et donc voilà, j'étais comme ça enfant. Ok. Et comment est-ce que toi, tu as compris que tu étais attirée du coup par les femmes et que tu as commencé à découvrir ce qui était du coup à l'époque ton homosexualité? Hem, je pense est-ce que ça va être un peu comme la transidentité en fait, je pense que ça a toujours été un peu là Ouais, et puis un jour tu te dis: «Mais en fait c'est ça» ouais. et pour, la découverte de ma sexualité, je pense que j'ai mis des mots, peut-être vers la 5e, 4e, quelque chose comme ça. Ouais, au moment du collège. Ouais, c'est ça, milieu collège où, bah, justement les gens commencent à flirter à droite à Hmm, gauche et puis, bah, moi je me reconnaissais pas trop, enfin je traînais avec une bande de copines, mais en même temps, bah, je préférais, être proche de ses copines plutôt que je vois. d'être dans leur délire de: «Ouais, les garçons sont trop beaux». Non, c'était pas trop mon truc Ouais. et Et- heu et donc ouais, là, je pense que je me le suis dit à moi-même en tout cas, 4e, hmm. environ, ouais. Ok. Et après, à quel moment t'as fait ton coming out? À 17 ans. Ok. Avec, bah, justement les premières amourettes, et cetera et je sortais avec une fille qui s'appelait Julie et puis qui habitait loin, donc on s'envoyait des lettres par la poste à Oh, l'époque encore, waouh! super romantique et hem
Et un jour, ma mère me dit, écoute, je crois que je sais que, en fait, Julien, c'est Julie. Ah oui, ah oui, d'accord, parce que c'était Julien, sinon ça Ouais, c'est passait ça, pour c'était le Julien. Ok. pseudo. Bah oui, il fallait bien trouver une excuse à Oui. ces courriers qui arrivaient. Et je dis, ouais, ok, et je suis parti dans ma chambre. On fuit la Voilà, discussion. mon grand côté communicant. Ouais. Ok, et après, ça s'est passé comment dans ta famille? Ça a été bien pris, il n'y a pas eu de Ouais, problème? globalement, cette partie-là s'est bien passée. Mm. Ouais, il n'y a pas eu de grands soucis là-dessus. Mm. J'avais juste cette chance-là à ce moment-là, c'est que bon, c'était pas trop discuté, donc j'ai fait ma petite vie Ouais, comme ça, ouais, il n'y avait ouais, pas de ouais. grand débat dans ma famille. Ça a pas posé trop de problèmes à ce Non, moment-là. non, non. Ok. Et à quel moment tu as rencontré Maud, du coup, qui est devenue ta Ah, femme après? pas longtemps après. Ouais. Ah non, on s'est rencontrés, moi j'avais 20 ans, Ok. elle en avait 18. On s'est rencontrés sur Internet et, euh, et bah, ça matchait tout de suite. On s'est parlé un mois environ. Elle a attendu que je rentre de voyage bien bronzé et puis on s'est donné rendez-vous dans le Marais pour faire... Vraiment cliché, ah quoi. ouais, cliché, mais tu vois le film de la 6, c'était ça, tu Ouais, vois. ok. Et petit débardeur blanc parce que ouais, j'étais bien bronzé. Ouais. Et voilà, donc en 2007, on s'est Ok. rencontrés. Ok, trop bien. Et à quel moment vous avez discuté déjà? Enfin, est-ce que le fait d'avoir un enfant, c'était quelque chose dont vous aviez parlé rapidement ou Au pas? départ, non, parce qu'on était jeunes, quoi. Donc, Ouais. on avait 18 et 20 ans, donc c'est pas venu tout de suite. Je dirais que peut-être aux alentours des 25 ans, quelque chose comme ça, on a commencé à en discuter. Ça venait plus de mode Mm. au départ. Et puis, bah, vite vient la question de comment, évidemment. Ouais. Ouais, bah, on était déjà installés dans nos vies professionnelles, on avait un appart ensemble, donc on se pose la question. Et puis, assez rapidement, en fait, on exclut le fait d'aller faire une PMA à l'étranger. Ok. Pour différentes raisons. Il y avait la raison pratique bah, de devoir aller rapidement, enfin du jour au lendemain en tout cas, par exemple en Espagne, c'était un peu compliqué Mm. professionnellement pour moi de me libérer. Ouais. Il y a le côté financier où ça nous embêtait ben, de mettre autant d'argent, en tout cas au début. Mm. Et, il y avait aussi l'aspect de se dire, ben, ça peut être une bonne idée de rencontrer quelqu'un pour de vrai, dans la vraie vie, et d'avoir cette histoire à raconter à notre futur enfant, de lui dire, ben voilà, on a rencontré telle personne, ça s'est bien passé, Mm. voilà son histoire, et du coup, on a des réponses à t'apporter à tes éventuels questionnements. Ouais. Et donc, c'est aussi, enfin, c'est surtout cette partie qui était importante pour nous. C'était plus le côté rencontre d'un humain bah, qui nous a aidés dans notre parcours, en fait. Ouais, bah ouais, justement, tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus ça en détail. Oui. Mais pour faire un petit point là, pour les personnes qui nous écoutent, quand on est un couple de deux personnes du coup avec utérus, quelle solution se présente en fait quand on veut avoir un enfant? Alors, on va se replacer en 2013 parce qu'il y a Ouais, oui, c'est ça. depuis d'autres solutions qui sont pas forcément évidentes, mais il y en a quand même. Mm. Bah, à l'époque, globalement, de connu, on avait de partir faire une PMA en Espagne ou en Espagne, parce que ce sont les pays les plus faciles d'accès. Il y a d'autres pays évidemment qui existent, mais à l'époque, les couples autour de nous allaient dans ces deux pays-là. Et l'autre solution aurait pu être de faire une coparentalité. Nous, c'était exclu dans notre contexte familial, enfin dans notre idéal, en tout cas familial. Ouais, donc peut-être expliquer ce que La c'est la coparentalité, coparentalité, ouais. oui, pour faire un petit résumé, c'est d'être parent avec quelqu'un qui n'est pas en couple avec nous. Mm. Dans notre cas, ça aurait pu être nous en tant que couple avec un homme cisgenre, par exemple, qui aurait été un parent, un troisième parent de notre Ouais, enfant. Nous, on voyait pas les choses comme ça. Et donc, la dernière solution, donc c'est ce qu'on a fait, c'est une insémination artisanale. C'est-à-dire que nous manquant des gamètes, on demandait à un homme de nous fournir du spermatozoïde ouais. pour faire une insémination à la maison. Ok. Et donc ça justement, comment est-ce que
ça se met en place? Comment est-ce qu'on rencontre la bonne personne? Ça doit quand même être beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de temps passé aussi. Ouais, Nous, alors il y a certaines personnes qui vont demander à un copain, un proche de faire ce don tout en sachant que du coup cette personne fera partie de la vie de l'enfant. Ça peut être un choix. Nous, on voulait quelqu'un qui ne soit pas proche de nous, pour avoir justement cette distance pour que ça soit pas un parent. ouais, Que ça soit clair en tout cas que ce ne soit pas un parent, c'était notre choix. Et donc on s'est tourné vers des forums sur internet où on échange en disant nous on cherche un donneur ou moi je me propose à être donneur, etc. ouais, Et on discute avec des gens. Donc c'est surtout Maud qui a fait ce travail-là ouais. de recherche de donneurs. Donc elle a beaucoup discuté en amont avec des gens qui étaient d'accord pour faire des dons, qui faisaient souvent déjà des dons. Ça s'est fait au feeling. Donc une fois que les premiers échanges se sont bien passés, on va boire un café et on voit en vrai ce que ça donne. Est-ce qu'on est Ouais. d'accord sur tous les termes euh, de, de ce Du qui va se passer? contrat, entre Ouais, guillemets. ouais, exactement, du contrat entre guillemets. Ouais. Nous, il y avait des choses à savoir. C'est que déjà, on voulait que ça soit pas un parent. Donc, qu'il n'y ait pas de reconnaissance, parce que c'était aussi le risque. C'est que c'est la personne qui porte est Mm. forcément le parent, mais la personne qui n'a pas porté avant l'adoption n'est pas officiellement, en tout cas sur les papiers, protégée Mhm. euh, en tant que parent. Donc, c'était quelqu'un qui allait nous faire un don, avec qui il y avait suffisamment de feeling pour qu'on puisse lui faire un minimum confiance et qui éventuellement pouvait être d'accord pour qu'on lui donne des nouvelles de temps en temps ou répondre à des questions du futur enfant. Mm. Donc on a rencontré quelques personnes et à un moment donné, bon, je te passe les personnes Toutes les bizarres. rencontres, Voilà. les gens. Oui, non, il faut. Vous êtes tombé justement sur des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées. Oui, il y en a Ouais. eu. Il y en a eu qu'on n'a pas senti, alors qu'ils n'ont pas forcément développé, mais qu'on a senti. Clairement, enfin, pour dire les choses franchement, c'est des hommes qui voulaient coucher Mm. en disant je fais une bonne action, sauf que non, en fait, ils voulaient Oui. coucher, donc non, c'était pas le but. Nous, l'idée, c'est qu'ils mettent sa semence dans une pipe, dans un seul récipient Ouais. et qu'on fasse une insémination à la pipette. Ouais. Donc on a fini par rencontrer quand même quelqu'un de bien, avec qui ça s'est bien passé, qui avait des affinités, enfin des points communs en tout cas. Et on s'est bien entendu. Donc je crois qu'on a démarré les inséminations, si je dis pas de bêtises, en 2013 Ok. sur Maud, Ok. qui avait plus envie de porter un enfant, plus une envie de grossesse que moi. Euh, et, euh, et je crois qu'au bout d'un an et demi, il y a eu une fausse couche. Donc après la fausse couche, on a fait un an de pause pour Ouais. se remettre de cet événement-là. On a fait pas mal de bénévolat, on s'est donné sur d'autres sujets et, euh, et on a repris ensuite. Au bout d'un an, on a recontacté notre donneur qui était d'accord pour continuer. Et alors, en thème ça a duré tellement longtemps que la Oui. temporalité est un peu hasardeuse, mais à un moment donné, en fait, Maud s'est rendu compte que, enfin, après examen, qu'elle avait ovaire polykystique et endométriose. Mm. Et donc, c'était certainement pour ça qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ouais. Oui, parce qu'elle cumulait deux problématiques C'est qui ça. font que c'est plus Donc, difficile de les tomber enceinte. a priori, elle ovulait pas à chaque fois. En plus, pas forcément au bon moment. Donc, ça explique aussi, je crois qu'il y a pratiquement 5 ans à faire des essais, quoi, Mm. Parce que là, en de plus, du parcours. coup, vous étiez vraiment que tous les deux pour faire ça. Il n'y avait pas de suivi Non, médical, pas de comme on peut faire pour une FIV ou non, une non, PMA il n'y avait classique, pas de quoi. suivi médical parce que Ouais. en France, il fallait trouver un gynéco qui soit d'accord pour C'est faire ça, ouais. le suivi. Ça Et peut être compliqué. voilà, c'est compliqué. Au départ, encore une fois, on voulait pas forcément médicaliser aussi cet Mm. acte-là. Donc au départ, on était parti comme ça. Et ensuite, il y avait le problème d'avoir un professionnel de santé qui puisse faire le suivi qu'on n'avait pas. Et vers la fin donc, du parcours, Maud en fait, a trouvé une gynéco qui lui a dit, mais oui, le problème, en fait,
Il y a certainement endométriose, peut-être SOPK. SOPK. Donc elle a fait des examens, effectivement, c'était ça. Et l'étape suivante a été qu'elle aussi se fasse à l'idée qu'elle allait pas porter son futur enfant. Mhm. Donc tout ça entremêlé, bah, il y a du temps qui se passe. Oui, ça a dû être difficile en plus parce que c'était pas. Enfin, du coup, fallait se détacher du projet de base, entre guillemets. Exactement. Mm. Bah oui, et puis j'imagine que quand on a cette envie viscérale, c'est un deuil en fait, Ouais. de se dire, bah, je vais peut-être avoir un enfant, mais je l'aurais pas porté. En tout cas, j'aurais pas vécu cette expérience que je voulais vivre. Mm. Donc, bah, il a fallu un petit peu de temps. Et puis un jour, alors que je crois que je m'y attendais plus, elle m'a dit, bah écoute, on va faire les essais sur toi. Parce qu'entre plus, entre-temps, bah, le donneur nous avait dit qu'il allait déménager dans le sud, ou enfin qu'il allait déménager loin en tout cas, et que bah, c'était a priori les derniers essais. Il nous restait 2 mois. Ouais, ok. Donc, Timing serré. timing serré. Moi, un peu à ce moment-là, je pense que j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, on était tellement dans cette espèce de routine que ça marchait pas. Mm. Je me suis dit, de toute façon, ça marchera pas. Donc, j'ai même pas réfléchi trop longtemps. Je dis, d'accord. Toi, tu l'avais jamais envisagé, le fait de porter un Si, bébé? si, si, il y a eu des périodes. Au tout début, je me suis posé la question. Et il y a un moment donné aussi où enfin, on avait rendez-vous avec le donneur et je savais que j'ovulais. Et Mm. là, enfin, j'avais appelé Maud en lui disant, ben écoute, j'ovule, est-ce que tu en fasses l'essai sur moi? Et en fait, là, elle s'est décomposée parce que, bah non, elle Oui, était dans c'était pas son ce qui était truc. Non, prévu, c'était quoi. pas ce qui était prévu. Moi, j'étais arrivé là innocemment avec mes gros sabots. Et non, donc c'était pas le moment. Et parce qu'il fallait aussi qu'elle chemine, en fait. Mm. Oui, c'est C'était sûr. trop, Mm. trop abrupt. Et, euh, et donc ce jour-là, elle me dit, bah écoute, si t'es d'accord, on peut faire les derniers essais sur toi. On fait un premier essai en juin 2018, donc cette fois-ci, je m'en souviens bien. Ouais. Premier essai, donc juin 2018, ça fonctionne pas. Donc là, sur toi, du coup? Sur moi, Ouais. oui, exactement. Et puis on sait qu'on a un dernier rendez-vous, donc au mois de juillet. Et donc on fait le dernier essai. Juste avant de partir en vacances, on allait à un voyage de noces en Iran. Ok. Et, euh, et donc le timing faisait que je pouvais faire un test de grossesse juste avant de partir. Et j'ai tourné genre une demi-heure avec Maud devant la pharmacie. Et je dis, est-ce que je fais? Est-ce que je fais un test? Nan, nan. Je tergiverse. Et en fait, je fais pas de test avant de partir. Je dis, bah écoute, si ça a accroché, tant mieux. Mais je sais pas, j'avais pas envie de le faire. Ouais. Je dis, on va attendre. Et puis peut-être que si ça avait pas marché, ça aurait été peut-être un coup dur aussi pour juste avant le voyage Ouais, de et noces. puis en fait, on en avait tellement pris que je dis, bon, Ouais. est-ce que j'ai envie de me reprendre cette petite claque maintenant? Non, j'avais pas Oui, envie, c'est voilà. ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi ça. Et du coup, on part, et je sens des premiers signes, machin, mais je dis rien. Et Tu puis, voulais pas lui faire de faux espoirs, ouais, bah ouais. ouais, on avait eu tellement de faux espoirs Mm. jusqu'ici que. Et puis en plus, c'était pas sûr, hein. Donc enfin, je dis trop rien. Tous les jours, Maud me dit, alors, t'as tes règles? Bah non, toujours pas. Ça commençait à faire, hein, je sais pas si on n'était pas 3 semaines ou quelque chose comme ça Ouais. après l'essai. Enfin, ouais, 3 semaines, un mois après l'essai. Donc, on dit, ah non, toujours rien, toujours rien. Et puis on rejoint un copain qu'on avait vu l'année d'avant. Oui, qu'on avait croisé l'année d'avant en Iran, qui nous réhébergeait sur ce voyage. Et puis à un moment donné, on dit, bon, écoute, il faut qu'on dise quelque chose. On pense que Clem est enceint. Et est-ce que tu peux aller chercher un test à la pharmacie? Alors en Iran, c'est quand même quelque chose. Lui, il n'était pas Ouais. super, super serein. Il va nous chercher un test et puis on va dans un café. On voulait pas aller faire sa chasse chez ses parents qui nous hébergeaient. Ouais. Et on va dans un café qui s'appelle le Don Café, pour la petite histoire. Ouais. Et puis je fais le test. La bandette s'est mis tout de suite sur positif et c'était parti. Trop bien. Ah ouais, ok. Donc découverte en Iran en plus. Oui, voilés tous les deux, c'est Oui, ça qui c'est était vrai. bien. Ça devait être une sacrée ambiance à ce Ouais, moment-là. Ok. Et donc à ce moment-là, bon bah c'est bon, c'est parti. Let's go. Donc vous avez dû être hyper soulagés tous les deux de ouais, dire. hyper heureux. En même temps, je crois que on réalisait Hmm. pas, on n'a pas réalisé tout de suite. Le temps qu'on n'était pas retourné en France, en fait, on n'a pas du tout réalisé. Ouais. Puis On a, peut-être de l'appréhension aussi vu qu'il y avait déjà eu une fausse couche. oui, un peu d'appréhension, quoique moins qu'on aurait pu l'imaginer Ouais. finalement.
Mais on n'était pas chez nous, on était dans un autre cadre et du coup notre cerveau n'avait pas encore adhéré Ouais, à je vois. l'idée et on n'a pas eu l'explosion de joie qu'on avait pensé avoir en fait. On a dit ah ok, on était hyper contents et on a réalisé en rentrant, on a pris rendez-vous justement avec la gynécologue de Maud qui a fait une écho de datation et là il y avait un petit battement de cœur et là on a Mm, réalisé. trop bien. Ok. Et donc après, comment est-ce que ça s'est passé la grossesse? Très bien. Mm. Vraiment, on a eu beaucoup de chance. Tout s'est très bien passé. Moi, j'étais hyper zen, en fait. Voilà, j'ai pris les choses comme elles venaient. On a eu de la chance, on n'a pas eu de complications particulières. Ouais. Mis à part, j'ai eu du diabète gestationnel. Mais à part ça, en fait, tout s'est hyper bien passé. On a eu de la chance. On est tombé aussi sur des médecins très bienveillants. On avait une sage-femme pour la préparation à la naissance, qui était très très bien. Mm. Donc non, on a été vraiment dans notre petite bulle à préparer l'arrivée du futur enfant et Trop bien. ouais, nickel. Super. Et justement, c'était quoi le contrat un peu que vous aviez avec le donneur pour Solal? Vous C'était assez avez dit simple. quoi? On donnait. Ce qu'il nous avait demandé, c'était de nous donner des nouvelles bah, à la naissance déjà, Ouais. et peut-être éventuellement une fois de temps en temps. En échange, lui nous a dit qu'il pourrait répondre aux questions de l'enfant quand il serait plus grand. Ok. C'était assez simple, juste lui faisait pas partie de la vie de notre futur enfant. Mm. Ok. Et quand ça se passe comme ça, du coup, il n'y a rien qui est contractualisé par la justice. En fait, c'est vraiment, Non, faut faire confiance, il quoi. y a rien qui existe parce que déjà c'est pas légal. Ouais. On n'a pas le droit de manipuler des gamètes, Mm. donc ce qu'on a fait n'était pas légal. Euh, et non, il n'y a rien qui protège parce que le temps que l'adoption. Donc, Maud a fait une démarche d'adoption à la naissance de Solal. Oui, ah oui, c'est vrai Mais qu'il y a ça à faire après. oui, c'est un beau morceau. Mais le temps que l'adoption n'est pas prononcée, en fait, le donneur peut aller en mairie et se dire ben, je suis le père de l'enfant. Ah ouais. Et là, il n'y a pas vraiment. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de recours. Mm. Ok. Ça a dû être stressant pour vous cette période avant l'adoption. Un petit peu. Après, c'est vrai que des Vous nouvelles qu'on aviez avait, ouais, confiance. des nouvelles qu'on avait de lui, en tout cas, ne s'est pas présagé qu'il allait changer d'avis. Lui, Mm. il avait sa vie en plus, donc ça, c'était aussi très rassurant. Ouais. Voilà, donc il avait sa famille, il y avait pas il y avait moins de risques avec une personne célibataire, j'imagine. Non, on était assez tranquille. Après, on avait quand même très hâte parce qu'il y a eu un an entre la naissance de Solal Mm. et son adoption. Oui. Donc, il pouvait m'arriver. Il y a aussi le fait qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Sur les papiers, Maud n'existait pas, Ouais, c'est toujours ça le problème. D'ailleurs, je crois que effectivement. je sais plus si maintenant il y a la possibilité de faire une reconnaissance Alors, oui, il y a une anticipée ou. reconnaissance anticipée qui doit être faite Ouais, chez le notaire. mais ça vaut Après, pas pour adoption, quoi, ça vaut pas encore. pour adoption. Ouais. Après, dans les détails, je t'avoue que Mm, j'ai pas toutes les infos. Je me suis pas penché mm. assez dessus. Ouais, mais c'est toujours une galère, quoi. C'est toujours une galère. C'est toujours pas Malheureusement. juste une reconnaissance simple comme un homme cis Mm. pourrait aller en mairie et dire je suis le père, Ouais. coucou c'est moi. Non, c'est toujours pas aussi simple que ça. Ouais, malheureusement. Problématique. Donc là, ok, grossesse passée, Solal, tac, tout va bien. Toi, à partir de... Donc du coup, tu as fait ton coming out trans euh, un peu après la... Enfin, 2 ans après la naissance 2 de ans après la Solal, c'est naissance, ça, ouais. exactement. Toi, à partir de quand c'est venu pour toi le questionnement sur le genre, tu penses? Très tôt. Mhm. On passe, bah, du coup, là, comme je te disais, ça fait 2 ans que je suis en transition. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et effectivement, cette question, elle est déjà apparue. Ouais. Euh, je me souviens que même en primaire, en fait, je m'étais dit, ah, j'aurais tellement préféré être un garçon. Mais ça, c'est une phrase qui est revenue toute mon enfance, en fait, en tête. Donc, je pense que c'est très récent. Je précise quand même que là, c'est mon histoire et que chaque personne trans a son Ouais. histoire. C'est hyper important parce que on n'a pas tous les mêmes ressentis. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens.
que ça a toujours été là et que ça a été latent, mais que je l'ai tu toute ma vie, Tu l'as intériorisé. totalement Ouais. intériorisé, ouais. Et parce que pour moi, ça n'existait pas, ou en tout cas, j'en avais pas connaissance, j'avais pas pu mettre de mots en fait sur ce que je ressentais. Et Mm. c'est pour ça que ça s'est révélé tard. Mais ouais, je pense que ça a toujours été là. Mm. Et du coup, toi, ça a été quoi le déclenchement là, il y a 2 ans, où tu t'es dit, il faut que je le verbalise, il faut que j'en parle. Il y a eu deux événements. Il y a eu la naissance de Solal, Ouais. évidemment, où on se pose plein de questions, je sais pas, j'ai sorti plein de choses en fait, et surtout, je me suis autorisé à me détacher de mes parents, en Mm. fait, tu vois, où j'avais plus j'étais parent en fait, donc j'avais un rôle à jouer, et je pouvais plus me laisser écraser psychologiquement par ce qu'on pouvait me dire Ouais. dans ma famille en fait. Et ça m'a beaucoup libéré personnellement. Et ça m'a aussi permis, enfin, je me suis permis en tout cas, de me dire, ok, je vais être moi-même. Mm. Et tu vois, au début de notre entretien, je t'ai dit que j'étais un enfant très, Introverti, très timide, introverti, c'est ouais. ça. Mm. Très introverti, je parlais très peu. Et aussi parce que j'avais cet environnement qui faisait que je m'autorisais pas à prendre ma place. Mm. Et à la naissance de Solage, j'ai commencé à prendre ma place tranquillement. Et donc, il a fallu quand même ce cheminement. Et jusqu'à découvrir que, ben oui, j'étais une personne transgenre. Mais après, il faut aussi se l'avouer à soi-même. Ouais. Il faut mettre les mots. Oui, c'est ça, le coming in est pas Ex- non plus si simple. exactement, c'est Ouais. le mot. Ben oui, il faut déjà, ouais, se dire, ok, ça existe, je peux le faire, c'est ce que je suis. Et ensuite, il faut s'autoriser à le faire. Mm. Et à se le dire. Et c'est tout un cheminement qui, je pense, oui, a mis bien 2 ans. Ouais. Donc Entre, là, pendant ces 2 ans, après la naissance de Solal, toi, t'as vraiment gardé ça pour toi. T'en as pas parlé à Maud à ce moment-là, de non, ton je questionnement pense que intérieur? non, j'en ai pas parlé parce que je me l'étais pas à Oui. 100% avoué, en fait, jusque-là. Ouais. C'était en processus de réflexion, mais c'était Exactement. pas encore formulé clairement. Non. Et Même pour moi. ouais. Et dans cette période-là, est-ce que toi, t'as eu des exemples de personnes trans que t'as pu Oui. rencontrer ou écouter, et ça Ça a t'a été aidé? très important, cette représentation, effectivement, c'est important de le dire. Ça paraît bête enfin, ça peut paraître bête quand on n'est pas proche du sujet, mais la représentation, moi, ça a été par les réseaux sociaux, surtout des comptes américains, en fait, Mm. où je voyais ces mecs qui avaient fait leur transition, qui avaient une famille aussi, c'était important. C'est parce que je pouvais, du coup, me projeter dans leur histoire. Et qui avaient fait leur cheminement, et ça m'a permis aussi de mettre des mots, ça m'a permis de dire ouais, ok, je pourrais être ces gars-là, Mm. et ça a été vraiment primordial. Ouais. Puis d'avoir une représentation positive aussi, quoi. Très peu, oui, effectivement. Ouais, Mm. c'est très important. Ok. Et donc, au moment où toi, c'est bon, t'avais fait le processus dans ta tête, tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ce que je suis, j'ai compris. Comment est-ce que tu l'as amené à Maud? Parce qu'en plus, enfin voilà, c'était ta partenaire depuis si longtemps. Enfin Oui, voilà, depuis ça devait 14 être ans. assez stressant aussi pour toi d'en parler. Comment t'as vécu ça? Euh, J'étais pas stressé par sa réaction. Mhm. Euh, J'avais vraiment du mal à sortir des mots. Et je savais que j'arriverais pas à sortir des mots, donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai montré une illustration. Euh, par cette illustration-là, en fait, elle a compris, et c'est elle qui a posé le mot, qui m'a dit, Ok. ok, bon, du coup, tu te sens comment, toi? Parce que je lui avais parlé de non-binarité quelques mois avant, euh, un peu, voilà, Pour tâter le terrain un peu. tâter le terrain, un peu avancer les choses, je sais Ouais. pas, même pour moi, encore une fois. Mm. Et c'est elle qui a posé les mots, c'est elle qui m'a dit, bon, bah, du coup, est-ce que tu te sens homme transgenre? Et j'ai sorti un petit oui. Un petit oui timide. Ouais, c'est ça. Et je savais qu'en lui disant, derrière, je démarrais ma transition, en fait. Mm. Pour moi, c'était le top départ. Si je lui dis à elle, ben, je, ça me libère, en fait. Et je démarre ma transition derrière.
Ok, obligatoirement. let's go, c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment est-ce que vous avez du coup traversé ensemble cette étape-là, qui est quand même un gros changement dans une vie, et du coup dans une vie à l'échelle individuelle, mais aussi dans un couple, puis aussi dans une famille. Donc comment est-ce que ça s'est passé le déroulé de tout ça? Euh, Pas si simplement, Mm. parce que on passait ça faisait 14 ans, encore une fois, qu'on était ensemble, qu'on était le couple lesbien, voilà, que tout le monde nous voyait tel qu'on le montrait. Et, euh, et donc, il y a une réflexion aussi pour la personne qui nous accompagne depuis 14 ans, de se dire, OK, donc je suis plus avec une femme, je suis avec un homme, c'est la même personne. Mm. Et, dans la société, on n'a plus la même image. Enfin voilà, c'est quand même pas anodin. Donc on a travaillé ensemble. Moi, j'ai aussi vu des psychologues. Maud a consulté un petit peu aussi pour pouvoir décharger aussi ce qu'elle ressentait. Ça a été important. Et puis, on a essayé de beaucoup communiquer ensemble. Elle m'a beaucoup accompagné, mais elle avait aussi besoin d'être accompagnée. Donc les premiers mois, j'allais dire chaotique, c'est peut-être un peu fort, mais bon, voilà, quand même, pas de tout repos. Mais ça a quand même été la meilleure des alliés, donc Oui. T'as eu de la chance d'être bien accompagnée et de te effectivement. sentir écoutée et valorisée aussi parce que je pense que ça doit être un moment qui est pas forcément facile. Ouais, la première année est pas évidente, Mm. euh, parce qu'on a beaucoup d'attentes et que bah, les choses mettent du temps, quelle que soit l'étape qu'on veut passer. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Tu parlais d'étapes. Toi, quelles ont été les étapes pour toi à partir du moment où c'est bon, t'as fait ton coming out avec Maud, ok, ça y est, c'est parti, t'as mis la machine en route. Quelles ont été les étapes du coup pour toi dans ta transition? Dès le départ, je savais ce que je voulais. Ok. C'était... Ah, pendant 2 ans, t'avais eu le temps Oui, de j'ai eu le temps faire de ton plan. savoir. Je voulais de la testostérone et mammectomie. Mm. Et évidemment faire mon changement d'état civil dès que possible. Donc, bah, du coup, le mois d'après ou les 2, 3 semaines après, j'ai pris tous mes rendez-vous de chirurgien. Donc, chez le psychiatre parce qu'il faut prendre rendez-vous chez le Mm. psychiatre, avoir une attestation. Et puis, j'ai eu de la chance dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un médecin traitant qui me faisait les ordonnances de testostérone. Ok. Il faut quand même une primo-ordonnance. Alors, je crois que c'est plus d'actualité depuis quelques semaines, mais il fallait une primo-ordonnance d'un endocrinologue. Le médecin traitant, normalement, devait faire que les renouvellements. Ok. Et puis, pour la mammectomie, bah, il faut une attestation psychiatre. Et voilà, c'est tout un processus un petit peu long. Il faut trouver un bon Mm. chirurgien et rentrer dans son processus à lui. Donc Ouais. je savais que je m'embarquais là-dedans, mais du coup assez rapidement, j'ai pris tous mes rendez-vous parce que je voulais que ça avance. Une fois que c'était dit, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. je voulais que ça avance rapidement. Mm. Ok. Et du coup, toi, les différentes étapes se sont bien passées pour toi. C'était comment tu te sentais à chaque nouvelle étape? Première prise de testostérone, tout ça. Impatient, Ouais. toujours impatient, mais je pense qu'on est tous comme ça en fait. Bah déjà, on est tous pressés quand on veut de prendre de la testostérone, en tout cas de la prendre et qu'il y ait des effets. Mm. Sauf que bah, c'est un traitement qui, Ça prend du temps. qui prend du temps, qui prend des années. Donc tu guettes le moindre changement. Les premiers, c'est la voix, par exemple. Peut-être t'attends la pilosité sur le visage, Ouais. évidemment. Je l'attends encore un petit peu. Ça va, c'est en C'est cours pas déjà. fini. Mais voilà, t'es assez excité par tout ce qui se passe Mm. et en même temps impatient d'arriver à ce que toi t'as en tête. Et d'où ce qu'on disait de la difficulté aussi de se voir dans le miroir et de dire bah c'est pas encore ça. Mm. Mais voilà, c'est comme je te dis, la patience et puis réussir aussi à se contenter de chaque petite étape, chaque petit Ouais. changement comme quelque chose de positif. Mm. Et t'as pas fait face à trop de... Dans le milieu médical, etc., t'as pas fait face à trop de transphobie? Personnellement, ça a été. Mm. Euh, alors, je veux pas faire de généralité, mais parce qu'aussi je suis à Paris et que j'avais réussi à trouver un réseau, j'ai beaucoup discuté sur des forums pour trouver des praticiens. Je suis quand même tombé une fois sur un endocrino qui m'a clairement dit non, mais moi je prends plus de personnes trans.
pense pas qu'il ait le droit. Ouais. Donc, mais il m'a quand même fait mon ordonnance bon gré mal gré, mais c'est parce que en fait, j'étais déjà sous hormones et je voulais sa primo-ordonnance Ouais, parce que j'avais des refus en pharmacie en fait avec mon d'accord. ordonnance. Donc, je suis allé le voir juste pour ça. Il me l'a faite parce que j'étais déjà sous testostérone, excuse-moi. Mais sinon, Mm. il me l'aurait pas faite. Et ça, clairement, il a pas le droit. Ouais, ok. C'est bon à savoir pour les personnes qui nous écoutent de bien noter que normalement les professionnels n'ont pas le droit de refuser ce genre de choses, quoi. Exactement. Ouais. Et dans le milieu plus administratif, pour tout ce qui est changement de prénom, changement de genre, etc., comment ça se passait? Moi, j'ai fait le choix de d'abord faire un changement de prénom. On n'est pas obligé de le faire. On peut faire, si on veut faire son changement d'état civil, on peut faire les deux en même temps. Mais pour gagner du temps, j'ai fait un changement de prénom parce que ça se fait en mairie. Ouais, Et si tout se passe bien, c'est pas toujours le cas, ça dépend des mairies. On l'a assez rapidement. Je crois que moi, j'ai eu mon changement de prénom en une semaine. ok. Il y a un dossier à faire, Ouais, un c'est petit peu assez rapide. complet. Ça a été Mm. très rapide. Par contre, j'ai eu des échos de personnes qui ont eu des refus de changement de prénom. Ah Après, ouais, c'est ça, fou. c'est si l'état civil de la mairie en question est Ouais. pas d'accord. Oui, ça dépend sur les personnes sur qui on va tomber, quoi. Exactement. Mm. Ok. Et au niveau de ton entourage, comment ça s'est passé cette transition du coup? Euh, j'ai commencé par le facile. Donc il y a eu Maud, c'est la plus proche, où ça s'est bien passé. Les amis, aucun souci. Parce que aussi j'ai pratiquement que des amis queer ou alliés, donc Ouais. forcément j'étais bien entouré, ça a été une chance. Et par contre la difficulté ça a été mes parents qui donc c'est Maud qui a fait mon coming out, on était ensemble, mais pareil, impossible de sortir le moindre mot, donc c'est elle qui l'a fait, Ouais. qui m'a bien entouré pour cette étape-là. Mais ils m'ont appelé en fait la semaine d'après et un gros rejet en fait. Me dire que c'était pas possible, à nier en bloc en fait, et à me dire même, ben oui, mais du coup tu vas nous priver de notre petit-fils parce que nous, j'ai eu une phrase assez incroyable, comme t'acceptes pas qu'on n'accepte pas ça, incroyable, et Ouais. ben du coup tu vas nous priver de voir notre petit-fils. Je te la fais courte parce que ça a duré plus de 20 minutes à chaque fois, donc Ouais. et Ouais. puis c'est pas très agréable à Mm. entendre, mais ouais, gros rejet dans la compréhension totale. Donc ouais, je me suis pris une grosse claque à ce moment-là. Et ils ont essayé de revenir un peu vers moi. On a essayé de voir un psychologue ensemble, mais après tout ça, c'est un peu compliqué hein, Mm. de faire confiance tout simplement. Et du coup, là, pour l'instant, bah, on s'envoie un petit message de temps en temps et puis c'est suffisant. Mm. Et toi, t'avais anticipé ça? Tu pensais que tes parents allaient réagir comme ça ou t'attendais autre chose de leur part? J'attendais totalement autre chose. Mm. Je pensais bien qu'ils auraient du mal peut-être à comprendre ou qu'il y aurait un moment de latence. Je m'attendais à ça. Je m'attendais pas aux mots qui m'ont sorti à ce moment-là. Je m'attendais pas à un tel rejet. Euh, donc ouais, non, c'était une très mauvaise surprise. Mm. Après, je me suis préservé. C'est moi qui décide aujourd'hui de mettre plus de distance qu'il ne le voudrait. Ouais. Parce qu'il faut se protéger, que moi j'ai une vie, que j'ai une famille, et que je préfère nous protéger comme ça. Mm. Ouais, c'est sûr. Et t'as pas de frères et sœurs ou... Non, je Non. suis enfant unique. Ok. Et t'as pas de grands-parents ou de tonton, tata J'ai des oncles et tantes, mais si, enfin, il y en a beaucoup avec qui on s'envoie juste un message pour l'anniversaire, des trucs comme Oui. ça. J'ai beaucoup d'oncles et de tantes en fait. Et bizarrement, c'est celle qui est le plus loin géographiquement, qui me donne beaucoup de nouvelles et qui est assez soutenante. Donc Mm. ça fait aussi du bien. Après, pour moi, la vraie famille, c'est ceux qui sont là. Donc Oui, c'est sûr. Puis t'as j'ai, ta famille à toi aussi maintenant. voilà, pour moi, c'est le plus important. Ouais, c'est sûr. Et du coup, en parlant de ta famille, comment ça s'est passé avec Solal, cette période aussi de transition? Ouais. Comment vous lui avez expliqué les choses? Comment lui les a accueillis? Donc à ce moment-là, il avait 2 ans.
Et j'ai beaucoup parlé en fait avec lui. On avait nos moments le dimanche où on partait tous les deux en balade et à ces moments-là, en fait, je lui parlais, je lui expliquais les choses. Donc il y avait déjà le mot maman à ce moment-là. Mm. Il m'appelait aussi Mimou. Et donc ce surnom Mimou a fait la transition en fait Ok. entre maman qui est devenue Mimou et qui est devenue papa. Mm. Et, et bah, c'est un enfant de 2 ans qui intègre les choses très facilement, voilà, il n'y a pas eu de grands soucis. À ce moment-là, il était chez une assistante maternelle Ok. euh, qui a pris le temps de discuter avec moi, qui a été hyper ouverte et qui du coup m'appelait papa devant Solal et ça a beaucoup aidé aussi Ouais. à ce que lui il intègre bah, que j'étais son papa. Et, et donc il n'y a pas eu beaucoup... On en parle encore aujourd'hui à la maison, c'est normal parce que ça fait partie du quotidien et Mm. que bah, il a été porté par son papa. Et donc c'est pas un tabou, mais lui, c'est sa vie, ça allait comme ça. Oui. Pour l'instant, ça le questionne pas trop, quoi. Non, pas plus que ça. Après, bah, il voit bien, je pense enfin nous en tout cas, on lui explique bah, que les autres copains, c'est leur maman Mm. qui les a portés et que lui, c'est un peu plus rare d'avoir un papa qui porte son enfant. Donc on lui intègre on a une famille un peu différente, mais ça n'a pas l'air Ouais. de le toucher plus que ça. Ok. Et du coup, enfin, votre couple a aussi évolué parce que vous êtes passé du coup des regards extérieurs d'un couple lesbien à un couple hétéro. Est-ce que tu as vu un changement de perception dans la société entre voilà, être Euh, perçu en tant que deux femmes ou être perçu en tant qu'un homme et une femme? Bah, déjà, on peut se tenir la main dans la rue. Ouais. Et ça fait bizarre. Bah oui, parce que quand t'es un couple lesbien, tu fais attention. Quand t'es dans la rue, à tes gestes, même à tes mots. Et, euh, et du coup, la première fois où Maud m'a pris dans ses bras dans la rue, j'étais hyper gêné, quoi. Genre, Mm. oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, ce regard, il, ben, en fait, je le vois au quotidien, quoi. C'est bah, les stéréotypes que j'ai vécus depuis l'adolescence, en fait, je les ai plus. Mm. Comme je suis passé du statut de femme à statut d'homme, en fait, dans Ouais. la rue, c'est le même parallèle. C'est-à-dire que bah, déjà, j'ai moins peur, et donc même quand je suis en famille dans la rue, ben, j'ai pas spécialement peur. Mm. Donc oui, ça change. La perception qu'ont les gens, elle joue forcément sur toi, comment tu réagis face à eux. Ouais. Ok. Et toi, qu'est-ce qui a changé en toi depuis ce coming out? Est-ce que tu as l'impression Oui, j'ai d'avoir changé. changé? J'ai changé parce que je me sens mieux. Donc forcément, tu te libères un peu. Bah, je parle beaucoup plus. Je suis plus, plus ouvert, quoi. Je suis plus accessible de Mm. discussion, de rigolade. Enfin, tu vois, ne serait-ce qu'au travail, je vois bien que je suis plus troublion, entre guillemets, que ce que je pouvais être avant. J'étais très renfermé. Donc, je m'autorise, comme je vous disais tout à l'heure, à être moi-même. Et donc, forcément, quand tu t'autorises à être toi-même, tu te sens mieux, tu t'es plus épanoui. Et ça se ressent. Ouais. Et justement, tu parlais du travail. Est-ce que tu as eu des moments difficiles au travail quand tu dois expliquer, enfin déjà au moment de ta transition et après quand tu dois expliquer que tu es un homme transgenre, est-ce que tu as des... Le plus difficile, ça a été le premier coming out. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai pas eu de problème avec... Il faut quand même le faire. C'est-à-dire que t'es dans un environnement professionnel, t'as pas envie forcément de raconter ta vie. Ouais. Mais là, il faut que tu dises, ben voilà, j'entame une transition. Maintenant, c'est pas elle, c'est plus elle, c'est il. T'as pas forcément envie. Franchement, ça a été un peu un cap obligé, mais c'était pas du tout agréable. Mm. Après, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait aucune réflexion. J'ai eu cette chance-là, qui ont quand même mis les choses en place pour changer mon adresse email. Tu vois, des choses qui sont quand même importantes. Même les gars de la Sécu qui sont venus me voir, qui me disent bah, on va te changer ta carte du travail quand même là, il faut Ouais. changer la photo et le prénom. Ça va. Donc tu vois, des petits gestes comme ça fait du bien. Ouais. C'est pas forcément évident parce qu'au début, ben, c'est pas des gens qui sont sensibilisés à la transidentité, qui Ouais. connaissent rien, qui vont parfois peut-être être
soit indélicats, mais plutôt, enfin, ils vont poser des questions qui sont innocentes, mais qui sont parfois un peu déplacées. Oui. Bon, c'était pas bien méchant dans mon cas, et vraiment globalement ça s'est bien passé. Je suis pas resté longtemps en plus dans ce travail, j'ai assez rapidement changé, donc j'ai pu faire mon coming out. euh, j'ai commencé ma transition, et puis quand je suis arrivé dans un nouveau travail, je me suis présenté en tant que Clément, il n'y avait pas de question. Oui. Donc non, j'ai quand même eu de la chance, je sais que ça se passe pas comme ça pour tout le monde, donc Ok. tout va bien. Ok, super. Et là maintenant, c'est ce qu'on disait, on discutait avant quand on a mangé ensemble et tout, qu'il y a encore le souci de l'acte de naissance, livret de famille, etc. Euh, du coup, ça, c'est en cours aussi pour faire les modifications dessus. Oui, c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que bon, déjà, il y a le changement d'état civil à faire. Il faut passer par le tribunal judiciaire. Donc, ça met un temps à se faire. Et une fois que c'est passé au tribunal, tu as ton nouvel acte de naissance qui est fait. Et puis après, tu as tous tes papiers personnels déjà, tout ce que ça soit la sécu, tu as un nouveau numéro de sécu, tous les papiers. Et dans notre cas, le problème est l'acte de naissance de Solal et le livret de famille, qui vont être plus difficiles à changer parce qu'il faut que je repasse par le tribunal de naissance de Solal pour qu'il leur donne les changements. Ok. Donc là, c'est en cours, c'est pas encore fait. Je sais pas encore si ils vont pouvoir changer le mère en père ou est-ce qu'ils vont mettre parent, parce qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur ces trucs-là. D'accord. Chacun fait un peu comme. Et puis il n'y a pas beaucoup d'informations Mhm. aussi, donc c'est un peu le flou. Moi, c'est le tribunal où j'ai eu mon changement d'état civil qui m'a dit un peu comment faire la procédure. Donc, euh, donc c'est un petit peu flou, ça met du temps parce que bah, il faut avoir le courage de tout faire. D'ailleurs, je suis en train de penser que mon permis de conduire n'est pas à jour, donc si je me fais contrôler, il va falloir réexpliquer Ouais. pourquoi. C'est Oui, pas les c'est mêmes ça, personnes. c'est une charge en fait à chaque C'est fois. une charge, ouais. Mm. Bah là, comme je te disais, un nouveau travail, c'est donner tous ces papiers et donc aussi réexpliquer. Alors même si dans mon nouveau travail, il y a que les RH qui sont au courant, il faut quand même réexpliquer. Ben oui, en fait, j'ai fait une transition, donc c'est pas super agréable. Ouais. Et t'es jamais tombé sur une réaction hostile, Non. ou en tout cas les gens le montrent pas, quoi. En tout cas, les gens ne le montrent pas, moi c'est Ouais. ce qui m'importe. Voilà, c'est ça. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais non, non, j'ai eu dans tout ça cette chance de ne pas avoir de grande hostilité. Le problème maintenant, c'est ben, des gens qui vont faire des blagues transphobes sans savoir que tu es une Ah personne ouais, trans. c'est vrai que Ça, c'est ça doit être. une autre Ça étape. t'arrive des fois? Ben, j'ai entendu un truc la semaine dernière. Ouais. J'en ai pas parlé à Maud, il faut pas lui dire. Euh, oui, tu vois, je sais pas comment j'entends dans le bureau d'à côté des trucs et je dis, ben, si, ils savaient en fait. J'étais en train de passer dans leur bureau, ils ont eu Mm, des. Mais parce qu'en fait, pour eux, c'est des gens qui sont pas sensibilisés, qui, pour eux, en fait, on n'existe pas. mm. Ils se sont même pas dit, la personne qui est en train de passer dans le bureau, une personne trans, tu vois, il Ouais. fait des blagues qui pensent anodines, mais en fait, non, c'est totalement transphobe et hyper blessant. Mm. Et donc, ça peut être peut-être à l'avenir ce genre de situation que je vais vivre, Ouais. parce que les gens sont pas au courant. Oui, c'est ça, t'es incognito, c'est pas Oui. écrit sur ta tête, quoi. Donc, effectivement. Après, je suis incognito et c'est vrai que parfois, enfin, du coup, je l'ai dit à deux, trois collègues quand même. Ouais. Mais parce que bah, dans mon quotidien, ça fait aussi partie de ma vie. Et du coup, si tu veux un peu raconter des choses qui t'arrivent, ben, ça me manquait d'avoir quand même des gens que j'ai triés sur le volet, à qui je l'ai dit, avec qui tu peux raconter, bah, tiens, cela l'a dit ça, Mm. et bah, qui du coup traite de ma transidentité. Et donc, il faut quand même, j'ai quand même ce besoin de le Mm. dire à certaines personnes et d'avoir mon identité réelle Oui, c'est à ça. leurs yeux. Puis surtout que tu as la particularité d'avoir porté Solal. Alors que c'est vrai Exactement. que bah, des gens qui vous perçoivent comme ça, comme un homme et une femme, se disent bah c'est Maud qui a porté le bébé. Évidemment, Enfin, voilà. ouais, Donc c'est vrai que c'est aussi particulier, quoi. c'est ça. Si tu parles de... Au fait, pendant ma grossesse... Oui, mais c'est hyper frustrant justement. J'ai beaucoup de femmes autour de moi au Ouais. travail et elles sont là, ah oui, donc moi, et j'ai trop envie de dire, bah oui, mais moi aussi. Tu vois. Bah non, en fait, je ne peux rien dire, mais c'est assez marrant. Ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul que tu as aussi
par rapport à ta transition, etc. Quel regard tu portes, toi, sur tout ton parcours? Où est-ce que tu en es actuellement? Là, je suis à une période où je me sens bien, où je me dis que on n'est pas loin de la «fin» entre guillemets Mm. de la transition, parce que j'ai passé les étapes que je voulais passer, que je commence à me sentir bien dans mon corps et donc j'arrive à avoir pas mal de recul avec toutes ces étapes-là. Donc je me sens assez en phase avec moi-même et avec cette transition qui continue, hein. Ça reste, pour moi, c'est une transition, Mm. c'est toujours parce que j'ai fait une transition. J'ai commencé ma transition, j'avais 34 ans. Ouais, Donc j'ai quand même une bonne partie de ma vie où on m'a assimilé ouais, en tant que femme. Et donc j'ai tout ce vécu qui fait de moi pas un homme cis en tout cas. ouais. Et est-ce que ça t'est arrivé de recroiser, je sais pas, un ami d'enfance qui du coup te reconnaît pas ou qui te reconnaît mais qui se dit mais je comprends pas. Non, j'ai pas eu ce cas-là. Par contre, il y a des gens à qui je n'ose pas envoyer de nouvelles parce qu'ils sont pas au courant. Ok. Des gens, bah, j'ai travaillé avec des gens avec qui j'entendais très bien et j'aurais bien aimé leur donner des nouvelles de temps en temps. Et c'est des gens qui sont un peu âgés en plus. Alors voilà, ils auraient pas forcément plus d'a priori que d'autres, mais ça joue sur le fait que je leur donne pas de nouvelles. Hmm. Et, euh, et oui, j'avais imaginé les recroiser et je pense que j'aurais même pas parlé Ouais. parce qu'il faut expliquer tout ça. Bah oui, c'est ça. Mais peut-être que eux, en te voyant, ils se diraient, bah c'est bizarre, c'est son frère. Oui. Après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ben, même ceux à qui j'en ai pas parlé, du coup, le savent. Oui, c'est sûr. Il y a quand même ce vecteur-là aujourd'hui où on peut savoir un peu Un la peu, vie des c'est gens. ça. Ok. Et, et si tu pouvais changer des choses dans ton parcours depuis le départ, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu garderais tout pareil? Maintenant, avec le recul, je dirais, je ferais tout pareil. Mhm. Euh, la question est de se dire, on se pose toujours la question de se dire, est-ce que j'aurais commencé plus tôt? Ouais. Mais j'ai envie de dire non parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, il y a tout un processus, dans mon cas, qui était un processus psychologique, qui était nécessaire avant de vraiment me lancer là-dedans. Donc, euh, donc non, Mhm. on change rien et on continue. On C'est regarde ça. devant. Ouais, ok. Et donc là, je sais que tu veux pas d'autres enfants avec Maud, enfin voilà, c'est pas prévu. C'est pas prévu, non. Mais est-ce que tu penses que tu aurais quand même aimé porter un bébé après avoir fait ta transition ou... Enfin, est-ce que Non. tu t'es déjà posé la question Oui, par je me rapport à suis ça? déjà posé la question parce que on s'est forcément posé la question d'un deuxième enfant. Ouais. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il n'y a pas que la transition. Mais non, c'est très beau un homme enceint, mais pas pour moi. Ouais, je vois. Ok. Et là, du coup, actuellement, c'est quoi tes projets, tes envies pour plus tard? C'est quoi les choses à venir là dans ta vie? Alors, j'ai fait beaucoup de projets dernièrement. J'aimerais que ça se calme. C'est vrai, Ouais, déménagement. j'ai changé 2 voies de travail, on a Ouais. déménagé. Nous sommes à Nantes, c'est Ouais. génial. Vive Nantes. Oui. Donc non, pour l'instant, je veux me poser. Mm. Et puis de toute façon, on a toujours plein de choses à faire, donc la vie est déjà bien animée. Donc non, les projets, on verra ça d'ici quelques années, je pense. Ok. Et quel message tu voudrais faire passer à des personnes qui ont un peu de mal encore à comprendre la transidentité? Quel message? Euh, Qui justement, pas forcément des personnes qui sont transphobes, dans le sens où voilà, elles sont contre ça, mais juste, elles n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Genre, ça leur ben, passe au-dessus. c'est juste, on parle beaucoup de s'éduquer. C'est important. Enfin, quand je dis à quelqu'un il faut s'éduquer, je le regarde pas de haut en disant ça. C'est juste s'ouvrir en fait, parce que je sais que c'est de la méconnaissance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mm. Quelqu'un qui a des propos en pensant que c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Il y a vraiment des gens derrière. C'est juste s'ouvrir et se dire, ok, c'est des vraies personnes. Quelle est leur histoire? Il y a plein de moyens de s'éduquer aujourd'hui. Mm. On a des livres, on a des réseaux sociaux, on, on a des groupes de parole. Il se passe plein de choses.
Juste ouvrez-vous, il y a plein de personnes qui sont très intéressantes. J'ai envie de citer Lexi, qui a fait un super bouquin qui pour moi peut être aussi une façon de s'ouvrir à la transidentité, de comprendre plein de choses, de voir que dans l'histoire, nous avons toujours existé. Ouais, ça c'est vrai que c'est Euh, intéressant. et qui a aussi une page sur Instagram très complète. Ouais, je Enfin, mettrai le lien en ça, description, ouais. voilà, c'est elle parmi tant d'autres, hein. Il y a d'autres comptes à citer, mais voilà, juste ouvrez-vous et puis nous sommes comme vous, C'est ça. de gentils êtres humains qui vivons nos vies tranquillement. Ouais. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont un proche ou une proche qui est justement en pleine transition ou en questionnement sur son identité de genre, toi, ce serait quoi les conseils à donner pour être un ou une bonne alliée? Il y a les assos, je trouve que c'est pas mal quand même de se renseigner. Il y a quelques assos qui peuvent donner beaucoup d'informations, donner du soutien aussi. Il y a Mhm. qui font parfois des groupes de parole, alors il faut vraiment se renseigner. Euh, et puis de la même façon, s'éduquer en fait, parce que plus on va connaître le sujet, plus on va pas forcément comprendre, mais au moins intégrer certaines informations et pouvoir être là, être présent. Et puis écouter la personne en fait, tout simplement aussi. Ouais, très C'est important. très important. Je sais qu'il y a aussi des gens qui viennent me voir sur Instagram, qui viennent me parler. Alors, soit des gens en questionnement. J'ai aussi eu quelques mamans de personnes en transition et c'est super touchant pour moi qu'elles fassent cette démarche en fait. Je trouve ça génial. Alors donc, qu'elles n'hésitent pas en fait, même Ouais. à s'adresser parfois à certaines personnes trans qui vont leur apporter au moins quelques billes pour accompagner au mieux. C'est voilà, il faut juste s'ouvrir. Mm. Et puis il n'y a pas de drame à transitionner, il n'y a pas de drame à se questionner. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai ma page Instagram, elle est sans prétention, mais j'ai eu certains retours de personnes qui m'ont dit, bah, ça m'a fait du bien de voir qu'on peut avoir une famille et puis Mm. être une personne transgenre. Moi, c'est juste mon quotidien, il n'y a rien d'extraordinaire, j'éduque personne, mais juste je montre que on peut avoir une vie entre guillemets normale euh, et être heureux et continuer son chemin, ça pose pas de problème. Mm. Bah, tout comme toi, ça t'a aidé à l'époque de voir des pages aussi de personnes trans. Exactement, c'est Ouais, la c'est ça. représentation qui est importante. C'est ça, on en revient toujours à la même chose, vive la représentation. Et si tu devais donner un conseil cette fois à des personnes qui sont justement en pleine transition? Euh, Ce qui peut aider, enfin en tout cas moi ça m'a aidé, c'est de parler avec des gens queer, moi, Mm. de m'entourer de gens queer. Ça permet d'avoir des safe places, des endroits où on se sent bien et on n'est pas genre l'exception du groupe ou ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense que se rapprocher encore une fois d'associations peut-être, de groupes de parole, voilà, il faut pas rester tout seul Mm. dans son coin. Et puis ouais, il faut parler. Évitons les drames. C'est malheureusement aussi un quotidien dans notre communauté. Il y a aussi des drames. Ouais, Et si on peut les éviter juste en étant bienveillants les uns avec les autres. clairement, très important. Et donc du coup, pour finir, donc Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est une notion d'espoir qui est forte. Toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui pour terminer cet épisode? Un petit mot de la fin, une petite phrase pour conclure sur quelque chose de positif. En fait, j'ai plus envie de penser aux jeunes queers en fait, Ouais, étant passés par là et de leur dire qu'il y a un avenir en fait. Il y a plein de belles choses. Il faut bien s'entourer de gens gentils et bienveillants, mais que l'avenir est un arc-en-ciel. exactement. Voilà de quoi finir magnifiquement. On adore. Effectivement, même si c'est difficile enfin, voilà, dans ces parcours de transition, et comme tu le disais, des fois, malheureusement, il y a des drames aussi, notamment à cause des personnes qui sont très mal informées.
c'est aussi possible d'être très heureux et c'est important d'avoir ces représentations-là aussi. Donc, merci beaucoup d'être venu raconter ton histoire. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes, mais je le pense vraiment. Je pense que ça va être utile aussi bien pour des personnes qui connaissent pas très bien le sujet, parce que c'est vrai que les générations de nos parents et tout ça, enfin même moi je vois la génération de mes parents, c'est des sujets que je leur explique et tout, mais en fait pour eux c'est tellement loin dans le sens où ils connaissent pas de personnes trans et tout ça, et du coup ils sont un peu, ils ont du mal en fait à concevoir la chose. Donc Oui, puis on n'est pas forcément bien informé. c'est ça. On a eu Quand on regarde la télé, on n'est pas bien représenté, donc Mm. Ah forcément, bah c'est clair. ça aide pas. Malheureusement, Mm. là encore dernièrement, il y a eu des émissions qui n'informent pas, qu'en fait, qui Ouais. stigmatisent. Et Ouais, il y a eu un truc sur M6 là dernièrement, exactement, ouais. donc malheureusement, on fait encore des pas en arrière sur un sujet où on n'est pas bien servi. Mm. Ça crée de la transphobie et donc oui, si on peut avoir des canaux transversaux qui nous permettent de s'informer et de donner la parole aux personnes transgenres, et je Mm. te remercie, bah c'est par là qu'il faut passer. Ouais, clairement, parce que personne n'est mieux placé que les personnes concernées pour en parler. Tout à fait. C'est une évidence, mais des fois, ça peut sembler assez loin quand on regarde des programmes télé et tout, où ils interviewent. Bah là, dans le cas de d'M6, c'était des groupes de personnes qui sont complètement engagées contre les transitions, quoi. C'est Enfin, ça. c'est horrible. Et tu te dis, mais tu fais un reportage sur le sujet de la transidentité et tu interviews des personnes qui sont contre la Ouais, transidentité, mais mais ça malheureusement, n'a pas de sens, quoi. c'est souvent comme ça, c'est à eux qu'on donne Ouais, la parole. Donc, c'est et puis ils vont ouf. chercher la personne qui paraît un peu, enfin pas super stable ou Mm. enfin pour, euh, pour donner la parole et Ouais, c'est c'est ça. Pour justement pas montrer en fait des parcours de personnes épanouies qui vont très bien dans c'est leur ça. vie. Ouais, c'est assez problématique. Mais bon, bref, en espérant que cet épisode puisse permettre en tout cas à des personnes de s'informer sur le sujet. Donc merci encore. Puis bah merci à vous bien sûr d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc, d'ailleurs qui aborde ces thématiques de transidentité également. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!